Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, le Cadélénoscope est de retour. On l'avait mis en pause un peu pour organiser, préparer, lancer cette campagne pour la 6ème République que nous menons partout dans le pays. On continue à la mener jusqu'au mois de juillet pour réclamer la convocation d'une assemblée constituante pour passer à la 6ème République, pour qu'on puisse, avoir un grand débat dans le pays sur la nature de nos institutions, sur le pouvoir que les citoyens doivent y prendre, une question absolument centrale dans le moment où nous vivons et au moment où les élections n'ont pas été respectées. Et si je fais aujourd'hui cette vidéo pour partager quelques réflexions avec vous, c'est précisément parce que nous nous trouvons dans un moment important, en mai 2025, c'est-à-dire 20 ans après un grand moment d'ébullition démocratique partout dans le pays, à savoir le débat autour du référendum qui portait sur le projet de traité de constitution européenne. Alors, c'est pour ça que la photo qu'il y a derrière aujourd'hui, c'est la une de l'Humanité de cette époque-là, qui célébrait le non. Parce que le non à ce projet de constitution européenne, ce non l'avait emporté à plus de 55% contre toute attente, parce que l'ensemble de la sphère médiatique était largement consacré à défendre le oui, et que les tenants du oui passaient leur vie à assimiler ceux du non à des partisans d'un repli nationaliste, etc. Ce qu'il n'était pas, notamment dans le non tel qu'il était défendu, délibéré, porté par la gauche, par le Parti communiste, par le Parti socialiste, notamment Jean-Luc Mélenchon, et par beaucoup de collectifs antilibéraux partout dans le pays. Alors vous voyez, l'Humanité, là, aujourd'hui, la une est assez révélatrice. L'Humanité dit le coup d'État libéral, parce que c'est bien ce dont il est question. Et dans l'article, page 2, il y est dit très clairement, carrément, que Jean-Claude Juncker, qui a été président de la Commission européenne, le mentionne à un moment donné avec une formule parfaitement scandaleuse, qui a d'ailleurs fait particulièrement scandale et qui a donné lieu à une clé d'analyse particulière dans l'écrasement notamment de la Grèce par les institutions européennes et le FMI. Jean-Claude Juncker dit « Il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens ». Et vous voyez la situation dans laquelle on se trouve en France depuis 2005. Les Français ont dit non à ce projet de constitution européenne. Pourquoi ? Parce que c'était un projet qui a institutionnalisé une politique économique hostile au service public, hostile à la République sociale, qui reposait tout entière sur le principe de concurrence libre et non faussée. Et ce non retentissant, n'a pas trouvé de concrétisation démocratique, politique par la suite, pour une simple raison, c'est que Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont entendus pour faire adopter par voie parlementaire l'essentiel des dispositions de ce traité. Ce processus-là est très bien expliqué dans un article du Monde diplomatique de ce mois de mai 2025 qui s'appelle « Le 29 mai 2005, un peuple disait non », écrit par André Bellon, qui par ailleurs est responsable d'une association, lui, pour la convocation d'une assemblée constituante. Donc vous voyez comment, à ce moment, les choses peuvent particulièrement s'articuler. Parce que lorsque les Français votent non, ils le font sur la base donc d'un refus d'une certaine organisation économique, d'une certaine organisation de la société. Et pour autant, c'est celle-là même qu'on a continué à leur imposer. Donc ce refus n'a pas été pris en compte. Et pour autant, c'est là qu'on en revient à la citation de Juncker. Juncker dit « pas de démocratie en dehors des traités », qui n'ont donc pas été validés en France par le peuple. Vous voyez tout le problème démocratique très lourd que pose cette situation. C'est-à-dire que les Français ont rejeté ces dispositions et l'Union européenne continue à fonctionner sur cette base puisque il y a eu une alliance objective à ce moment-là du Parti socialiste, très proche des États-Unis d'ailleurs, comme le montrent les dernières révélations de Blast sur le fondement des télégrammes diplomatiques de Wikileaks, ce qui est un problème majeur en termes d'ingérence de puissances étrangères dans la politique interne. Et là-dedans, vous retrouvez François Hollande, Pierre Moscovici et tout un tas de responsables politiques de premier plan de ce parti, qui donc étaient favorables au oui, et particulièrement favorable à une alliance privilégiée avec les États-Unis d'Amérique. Donc c'est ce moment-là, le moment où un peuple arrive à dire non par rapport à toute une pression en réalité qui souhaite qu'il dise oui. Par exemple, là il y a un chiffre qui est intéressant dans l'article, ils disent 71% des interventions à la télévision pendant la campagne sont en défense du oui. Vous imaginez 71%.
Et en réalité, oui, on imagine très bien, parce que ce qu'il se passe dans ce pays, singulièrement depuis les dernières élections législatives où la coalition arrivée en tête était le Nouveau Front Populaire, ressemble à cette pression médiatique, à cette pression pour recouvrir la démocratie et la volonté populaire, pour l'empêcher en réalité de trouver une traduction concrète quelle qu'elle soit. Ce problème-là, il est global, et il est d'autant plus global qu'en réalité, il est caractéristique, comme le dit Eugénie Merriot, dont je vous ai déjà parlé dans le Kaléidoscope, dans un entretien, dans cette superbe revue Fracas, dont j'ai déjà également fait mention. Eh bien, cette caractéristique, en réalité, ce moment dans lequel nous nous trouvons, où les partisans du libéralisme, de l'ouverture au monde, de l'intégration, finalement, ce qui était une forme, à un moment donné, de prêt-à-penser général qui ne méritait pas beaucoup d'approfondissement, eh bien ces partisans se trouvent soutenir en bien des endroits des politiques extrêmement autoritaires qui remettent en cause et le contenu des services publics et leur financement, et bien entendu la décision populaire et la souveraineté populaire. Et le titre de l'interview d'Eugénie Merriot est de ce point de vue-là tout à fait révélateur. Elle dit, c'est une interview, « Le libéralisme porte en lui l'état d'urgence et la dictature ». Alors je vous laisse en découvrir l'ensemble de l'argumentaire, mais j'aimerais insister sur un élément qui est particulièrement fondamental. Parce qu'en 2005, on avait déjà conscience de l'impératif absolu qui était celui de la transition, ou plutôt de la bifurcation écologique, de la nécessité de changer nos modes de production et de consommation par rapport à la catastrophe climatique, l'extinction de la biodiversité, etc. Mais là, on en a beaucoup plus conscience et c'est beaucoup plus urgent. Eh bien, elle dit quelque chose avec lequel je suis parfaitement d'accord. Et vraiment, je vous demande de réfléchir à ça. À une question qui est la suivante. Si la fiction s'est effondrée, donc la fiction libérale, ça, si le masque démocratique est tombé, vous voyez, on est un peu sur ces enjeux dont je parle depuis le début, que reste-t-il? Alors, réponse simple, question simple, réponse simple, vite répondu, comme dirait l'autre. Les intérêts économiques, les propriétaires, l'oligarchie, les droits socio-économiques ou environnementaux. Là, je demande votre attention. Les droits socio-économiques ou environnementaux dits de deuxième et de troisième génération resteront toujours inféodés aux droits de propriété, dans le cadre des systèmes libéraux, d'accord? Ils n'ont aucune espèce d'effectivité, comme en témoignent les jurisprudences des pays occidentaux. De quoi elle parle? Le droit au logement, ça c'est dans le préambule de la Constitution de la 4ème République. Mais du coup, ça vaut toujours aujourd'hui. Donc le droit au logement, il n'y a pas le droit au travail, c'est celui-là qu'il y a dans le préambule. Il n'y a pas non plus. Je veux dire, il n'y a pas d'effectivité de ce droit-là. Et de la même manière, la série des droits environnementaux ne permet manifestement pas aujourd'hui d'adapter et d'adopter des politiques qui soient particulièrement à la mesure et à la hauteur du défi que nous affrontons. Pourquoi ? Parce que, c'est bien ce qu'elle explique, le droit de la propriété est tenu comme ça au sommet. Et c'est pourquoi nous, dans notre projet de 6ème République, nous souhaitons que le droit de propriété soit redéfini comme un droit d'usage. Pas pour piquer la maison, pas pour piquer le réfrigérateur, comme on a toujours dit à la gauche, mais pour dire il faut que les activités de production, les activités économiques de façon générale s'organisent de telle sorte à ne pas endommager dans le long terme les milieux de vie et les conditions en fait d'existence pour nous tous à l'avenir et pour les générations futures bien entendu. Et donc cette proposition a un caractère simple, c'est qu'elle dit on ne peut pas faire valoir le droit à la liberté d'entreprendre sans limite contre l'environnement. Or, c'est ce qui se passe partout dans les systèmes libéraux, comme le dit très bien Eugénie Merriot. Et c'est bien une des limites théoriques, idéologiques, mais en fait particulièrement concrètes du modèle de l'Union européenne néolibérale. Vous voyez, on disait toujours aux partisans du non de gauche, moi je me rappelle, j'étais au collège à cette époque-là, et je m'étais intéressé à ce débat parce qu'il était particulièrement intéressant. On dit, non, quand vous êtes nationaliste, etc., bon, vous êtes anti-européen, c'est pas vrai. Je veux dire, au contraire, si on veut construire une Europe sur des bases solides, il faut qu'elle soit assise sur la souveraineté populaire, sur des services publics qui fonctionnent, sur une dynamique égalitaire.
et non pas sur une dynamique inégalitaire, sur la concentration du patrimoine et sur le libre-échange généralisé. On voit bien d'ailleurs où ça nous mène. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une cohésion politique existante en Europe. Ce serait mentir. Donc, en réalité, le vote du non à ce moment-là était un vote pour proposer un autre projet politique. On en a parlé pendant des décennies de l'Europe sociale, elle n'est toujours pas arrivée. Et donc il y a un vrai défi de ce point de vue-là, c'est d'une certaine manière la nécessité d'un changement profond que nous posons, nous, la France insoumise en France, mais qui se pose partout en Europe. Si on veut retrouver une Europe forte dans le monde, il faut de l'Europe et quelque chose à dire au monde. Donc l'Union européenne et l'Europe, elles doivent se refonder sur une base autre, si elles veulent parler au monde et puis parler au peuple qui les compose. C'est un principe de réalité à ce moment-là. Il ne s'agit pas de dire, comme j'ai pu entendre certains, ah oui, bah finalement il y avait le non, puis le oui il y a 20 ans, et puis maintenant c'est autrement, on verra bien parce que le contexte a changé, mais ça n'a aucun sens. Déjà, il faudrait un peu caractériser le propos. Là, la question c'est quel modèle on veut. Et c'était déjà la question il y a 20 ans. Et nous, on n'a pas changé de position en réalité. On est sur l'idée de la nécessité d'une France et d'une Europe non alignées, défendant une diplomatie altermondialiste, avec précisément l'idée d'un autre modèle qui ne soit pas la défense absolue du capitalisme qui est en train de détruire les êtres humains et la nature. Voilà. Et dans cette même idée, pour terminer, il y a bien entendu le 1. Où ai-je mis le 1? Il est là. Alors le 1, il y a des numéros, c'est pas mal, je crois que c'est un quotidien. Ah non, désolé, non. Chaque semaine, hebdomadaire. Donc c'est un hebdomadaire, il y a des thèmes qui sont plus ou moins intéressants, donc vous pouvez le prendre quand ça vous intéresse, d'autres fois, si ça vous intéresse pas, vous le prenez pas. Je n'y avais pas pensé. Mais il y a des choses vraiment bien, et là il pose une question réellement importante, c'était dans un numéro de février. Le capitalisme peut-il tuer la démocratie? Alors spoiler, oui. Évidemment, le capitalisme peut tuer la démocratie. Le capitalisme n'en a rien à faire de la démocratie. Foncièrement, le capitalisme, c'est quoi? C'est un système qui fonctionne sur l'accumulation des richesses, sur cette concentration toujours plus grande des moyens de production. Et vu que les moyens de production se concentrent toujours davantage, le pouvoir peut aussi se concentrer toujours davantage. Le modèle du genre, c'est Elon Musk, Mark Zuckerberg et tutti quanti qui sont avec Trump en train de se dire on va gouverner et les États-Unis et la planète, et on est riche et on a du pouvoir, etc. Bon, ça c'est le capitalisme. Donc ils n'ont pas besoin de la démocratie pour avoir du pouvoir. Et leur idée, et l'idée de base du capitalisme, c'est jusqu'à quel point la démocratie est tolérable. Pourquoi, en réalité, au moment du 19e siècle, il y a une extension du suffrage universel? D'abord à l'ensemble des hommes, et le véritable suffrage universel aura lieu pour la France en 1944, et puis au XXe siècle, pour l'essentiel, par ailleurs, des démocraties libérales. Pourquoi? Mais parce que la classe ouvrière s'organise. Et qu'elle est vue aussi comme une classe dangereuse pour les capitalistes, et qu'elle souhaite réviser intégralement l'organisation de la société, demander un pouvoir sur les moyens de production dans l'entreprise, etc. Et donc, à ce moment-là, concession de la bourgeoisie, on leur donne le droit de vote. Mais ça n'a été fait que sous la pression d'un mouvement dont l'objectif était de s'en prendre au pouvoir des capitalistes. Et à la fin, le droit de vote, si vous voulez, dans l'histoire longue, a permis la République sociale pour ce qui est de la France, donc a permis quand même une socialisation très importante des richesses. Donc, effectivement, le fait de s'en prendre très concrètement au pouvoir des capitalistes, je veux dire la sécurité sociale, c'est particulièrement ça. Et le patronat avait un rapport de force très défavorable au sortir de la guerre, pour une simple raison, c'est que pour une bonne partie, ils avaient collaboré. Business is business, Michael. Et donc, ils se sont trouvés en situation de très grande faiblesse et ils ont dû avaler la sécurité sociale. Eh bien, il faut absolument défendre ça et aller sur des phases de conquête nouvelles. Moi, je suis assez réceptif, attentif à cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Il y a des échanges intellectuels qui sont intéressants autour de ça, mais il faut avoir ça en tête. Le capitalisme n'a pas nécessairement besoin de la démocratie, et les capitalistes ne sont pas, loin s'en faut, nécessairement des démocrates. Globalement, le vote, ça peut être dangereux quand tout le monde vote.
Et la décision populaire, encore pire. Et les mobilisations populaires, encore pire. Vous avez qu'à voir comment les médias des milliardaires traitent les mouvements sociaux. La grogne, y en a un, ça râle, c'est pas bien, parce que ça leur va pas aux milliardaires. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que il arrive, et Nancy Fraser l'explique très bien dans ce petit texte qui fait la une du 1. Elle dit « L'appât du gain pousse régulièrement certains segments de la classe capitaliste à se rebeller contre le pouvoir de l'État dont ils blâment l'infériorité par rapport au marché. » Parce que les marchés, c'est toujours très bien, parce que c'est eux. Les marchés, c'est pareil, ça veut rien dire. Les marchés, ce sont des forces et des acteurs concrets. Petite parenthèse, d'ailleurs, quand vous entendrez parler de l'économie de marché, là aussi, ça n'a aucun sens. Une économie, elle peut avoir un marché qui ne soit pas capitaliste. Il y avait des sociétés qui faisaient commerce entre eux, le commerce des Phéniciens, etc. C'était pas des sociétés capitalistes. Il y avait un marché. Donc dire je suis pour l'économie de marché, si c'est dire je suis pour que les gens échangent des biens et des services, bon bah oui, et puis je suis aussi pour que le soleil se lève tous les matins. Mais ça n'a rien à voir avec l'économie capitaliste. Et ceux qui disent l'économie de marché pour ne pas dire l'économie capitaliste, ben ils le disent précisément pour ne pas employer le mot qui est le mot capitalisme, parce que tout le monde voit bien que le capitalisme, c'est la concentration du pouvoir et des richesses dans la main de quelques-uns. Et donc elle continue, Nancy Fraser, elle dit « Dans ces cas-là, lorsque les intérêts à court terme l'emportent sur la survie à long terme, le capital menace, une fois de plus, de détruire les conditions politiques même de son existence. » Et donc on en est un peu là. Parce que il y a un mouvement presque autophage, généralisé. Autophage, c'est quand on se mange soi-même. Autophage du capitalisme. La question même de la destruction généralisée de la nature, elle pose ce point-là. Et la question de la destruction de la République sociale et des conditions démocratiques de la délibération la pose aussi. Puisque si jamais ça venait à être détruit, il y aurait aussi des tensions particulièrement fortes dans la société. Donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement défendre une meilleure répartition des richesses pour que personne n'ait de pouvoir absolument démesuré par rapport à d'autres. Ça, c'est de première importance. Et repenser ensemble les institutions démocratiques. Donc c'est la leçon du 29 mai 2005. C'est la leçon du 29 mai 2005 de dire on est parti, on y va, on peut passer à la 6ème République pour qu'enfin la souveraineté populaire soit appliquée dans le pays, pour qu'enfin elle soit respectée, pour que la démocratie existe sur des principes stables, fermes et déterminés à ce que nous vivions en société. Voilà la perspective positive ouverte par 2005, refermée par une poignée de rigolos qui de toute façon détruisent le pays depuis une vingtaine d'années, et donc perspective qui ouvre la nécessité que nous prenions le pouvoir et qu'une alternative porteuse d'avenir l'emporte. Voilà, à bientôt.